Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuses de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, l'EDD by Fed Legal. Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je suis heureuse de recevoir Anthony Verhagen, cofondateur de la Legal Tech Cléa. Bonjour Anthony, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté surtout. Je voudrais que tu te présentes un petit peu aussi à nos auditeurs qui pourraient éventuellement ne pas te connaître du coup. Donc avant de fonder la Legal Tech Cléa, tu as été avocat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu veux bien nous dire de toi ? D'accord. Écoute, j'ai 38 ans. J'ai failli dire 37, mais 38. J'ai failli oublier mon âge. Et donc, je vis à Bruxelles. J'ai vécu dans les 3 régions en Belgique, donc en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles après. Mes parents étaient juristes, donc je baignais un peu dans le monde du droit et ça m'a un peu conduit naturellement à faire des études de droit d'abord à Bruxelles. D'accord. Et puis à Louvain-la-Neuve, donc en région wallonne. Et là, j'ai participé à un programme qui était assez intéressant, qui avait pour but de promouvoir l'entrepreneuriat en Wallonie. Alors juste D'accord. pour te situer, la Wallonie, c'est un peu comme le nord de la France, c'est une ancienne région minière. D'accord. Qui est un peu à la traîne au niveau de sa reconversion économique. Et partant de ce constat, l'université de Louvain-la-Neuve a décidé de créer ce programme qui est interdisciplinaire et qui rassemble des étudiants de 3 facultés. Donc tu as un étudiant de droit, un étudiant de l'école de commerce et puis un ingénieur civil, donc Polytech, qui doivent créer ensemble un projet d'entreprise qui est fictif, mais tu dois vraiment faire un business plan, chercher un financement fictif. Donc c'est pendant 3 ans et ça m'a vraiment donné l'envie de créer mon entreprise. Donc en parallèle de mes études de droit, je poursuivais déjà cette voie de peut-être futur entrepreneur. En tout cas, j'y aspirais. D'accord, donc très tôt en fait, dès tes études, tu as déjà eu une fibre entrepreneuriale par ce projet. Ouais, exactement. Je voulais voir le monde à travers d'autres lunettes que celles du juriste. Et en même temps, j'avais toujours le filet de sécurité du droit en me disant, ok, avocat, ça pourrait me plaire. Mais qui sait, peut-être un jour. D'accord. C'est vrai qu'en France, c'est surtout en école de commerce qu'on voit ce genre de projet, moins à la fac de droit, en tout cas à ma connaissance. Donc intéressant que ça se passe comme ça, en tout cas en Belgique. Ouais, non, j'étais la 7e promotion et ils en sont maintenant à la 22e. Donc le programme poursuit et connaît un franc succès. Ouais. D'accord. Et donc si je suis un petit peu le parcours, tu as été avocat chez Allen & Overy, c'est ça ? Oui, ensuite écoute, j'ai juste fait encore un master en école de commerce après. D'accord. Pour poursuivre et un peu renforcer, savoir lire un bilan, de ce genre de choses. Et donc j'ai fait ça après mes études de droit en Flandre du coup, pour D'accord. vraiment me baigner dans la culture néerlandophone qui est vraiment très différente de la culture francophone. Et donc j'ai fait ça m'a permis d'avoir une vision 360 un peu sur les sujets d'entreprise. À nouveau, on était 3 juristes sur 60, donc on était vraiment grande minorité. Et tu te frottes plus à des ingénieurs comme dans un monde en entreprise, en fait, où tu serais plus amené à travailler avec des gens ayant des profils différents. D'accord. Ça m'a permis de travailler en équipe, surtout, c'était sympa. Là où dans les études de droit, j'avais le sentiment d'être un peu de travailler en solo. Et puis effectivement, j'ai commencé au barreau de Bruxelles. J'ai rejoint Allen & Overy en septembre 2008 dans le département M&A. Alors septembre 2008 pour les plus jeunes, c'est la crise économique liée aux subprimes, donc fusion-acquisition. Tout était en suspens, donc il n'y avait plus rien. Donc on peut dire que j'ai eu le sens du timing. Mais j'ai appris à ce moment-là que les avocats retombaient toujours sur leurs pattes. Parce que s'il n'y a pas de travail en fusion-acquisition, il y a plus de travail en contentieux. Et donc, j'ai eu l'opportunité à un moment de rejoindre l'équipe contentieux pour un gros procès lié à Lehman Brothers. C'était un procès en droit pénal des affaires, un des premiers gros dossiers en Belgique. Il y avait 1300 plaignants, le palais de justice était trop petit, il fallait louer une brasserie à Bruxelles. Et ils m'ont appelé à la rescousse pour faire vraiment plutôt la gestion de projet du procès. Il y avait une vingtaine d'avocats qui participaient et donc voilà, au départ c'était juste pour les besoins d'un procès, puis finalement je suis resté 6 ans dans l'équipe de droit pénal. Ça t'a plu du coup, in fine, sur quelque chose qui n'était pas prévu? Oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de plaisir parce qu'on a développé vraiment from scratch la pratique de droit pénal au sein du cabinet avec plusieurs avocats et c'était très 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 intéressant.
D'accord. Et ensuite, alors, que s'est-il passé après ces 6 années encore passées mais je voyais bien qu'il n'y aurait pas d'alignement des étoiles. Et donc, je me suis dit peut-être que c'est le moment de soit créer ma propre structure ou de créer une legal tech. C'était le moment où on commençait vraiment à parler des legal tech. Alors, il y avait beaucoup de buzzwords qui circulaient, intelligence artificielle, blockchain. Et donc, il y avait aussi la démocratisation du droit. Et il y avait pas mal d'entreprises pionnières en France, comme Legal Start, Captain Contrat, qui essayaient de rendre le droit plus démocratique aussi pour à dépens de la population qui généralement n'utilisait pas les services d'un avocat parce que c'était trop cher. Je pense surtout aux PME, aux petites entreprises. Et je me suis dit, je vais dupliquer le modèle qui marchait bien aux États-Unis, en France, et peut-être lancer ce projet en Belgique. Et je me suis planté. Alors, je me suis planté. J'avais trouvé un associé IT, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Je me suis aussi rendu compte que le marché était trop petit. C'est 6 fois plus petit que la France. Et tu as 3 langues nationales. Ce qui fait que ça rend les choses beaucoup plus complexes. Et puis en France aussi, toutes ces boîtes vendaient beaucoup de documents d'abord en constituant la société. Parce que la constitution des sociétés est libéralisée depuis la loi Macron en 2014. Là où en Belgique, c'est encore le monopole des notaires. D'accord. Et ça veut dire que tu sais pas attirer les clients. C'est beaucoup plus difficile. Et tout ça faisait que je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Et donc j'ai fait un peu d'intérim juridique parce qu'il fallait bien aller faire les courses. Et donc en parallèle, j'ai commencé à réfléchir à mon prochain projet. Et j'ai rencontré alors mon associé Philippe Corvelaine, qui avait aussi travaillé chez nous mais que je n'avais jamais connu. D'accord. Et qui avait ses idées par rapport à la gestion du secrétariat juridique, donc tout ce qui est assemblée générale, changement d'administrateur, donc tout ce qui est corporate de routine assez répétitif pour les grands groupes internationaux. Et il avait ses idées, mais il fallait l'aider à les implémenter. Et donc je l'ai rejoint et on a créé Cléa. D'accord. Et petite question, je fais un petit retour en arrière, justement, parce que tu as eu a priori un échec, comme tu nous en as parlé. Oui. Comment on rebondit comme ça? On se dit, finalement, j'aurai un autre projet. Qu'est-ce qui t'a motivé à quand même poursuivre dans cette voie de l'entrepreneuriat? J'étais face au mur. J'avais envie d'avancer. Je savais bien que l'échec fait partie de la vie de l'entrepreneur. C'était pas non plus un échec cuisant dans le sens où j'avais pas investi trop de temps ni d'argent. D'accord. Et donc je me suis dit que c'était pas la bonne idée. Il fallait vite remonter sur le cheval et après la chute et trouver une autre idée. Et finalement, je suis content. C'est ce qui m'a permis aussi de ne plus répéter les mêmes erreurs, d'en commettre déjà, d'apprendre et puis de ne plus les répéter. D'accord. Comme c'est un podcast sur l'entrepreneuriat dans le droit, est-ce que toi tu as une définition de l'entrepreneur? Alors l'entrepreneur, pour moi, il y a 2 définitions. Je crois que comme ton podcast le démontre, on peut être entrepreneur sans être entrepreneur d'une legal tech. Si tu es porteur d'un projet, que tu récoltes tu rassembles des personnes et des moyens pour y arriver, tu peux être entrepreneur. Donc tu peux être entrepreneur avocat, huissier, notaire ou juriste d'entreprise. Et puis c'est vrai, il y a cette deuxième définition qui est plus restrictive et qui vise plutôt donc les entrepreneurs qui ont créé quelque chose from scratch, vraiment à partir de rien, que ce soit une legal tech ou autre, où il y a peut-être une prise de risque qui est plus importante, notamment financière. Mais voilà, les 2 pour moi sont des entrepreneurs. D'accord. Et tu as connu aussi même 2 types d'entrepreneuriat, parce que tu as été avocat dans une grosse structure et tu es toujours fondateur de Legal Tech et tu la diriges aujourd'hui. Et selon toi, est-ce qu'il y a une différence ou des similitudes entre ces 2 types d'entrepreneuriat qu'est d'être avocat et d'avoir sa propre société? Oui, clairement, il y a plein de similitudes. Je crois que dans les 2 on travaille beaucoup, donc faut pas quitter le cabinet pour lancer sa boîte en espérant travailler moins. Je pense que c'est une évidence. Après il y a aussi il faut être opportuniste, saisir les opportunités, que ce soit par exemple quand tu es avocat, nous on a développé la pratique de droit pénal. C'était d'abord vraiment une occasion qui s'était présentée à nous, et puis on a vu une opportunité, on a développé la pratique parce qu'il y avait vraiment une pénalisation du droit. Il y a du droit pénal partout, et donc c'est le même pour un entrepreneur. Quand tu vois une opportunité passer, il faut la saisir et essayer de construire quelque chose. Et puis je dirais, il faut pas s'éparpiller. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris tant au barreau, dans le cabinet, qu'en tant qu'entrepreneur.
c'est que c'est très tentant de faire plein de choses en se disant il y a bien une de ces choses qui va fonctionner, mais si tu dilues ton attention, finalement tu n'arrives à rien, on ne t'associe à rien et tu ne construis pas un bon business case. Et donc je pense qu'il faut vraiment essayer de se fixer quelques objectifs et s'y tenir. D'accord. Vraiment rester focus en fait sur un objectif et peut-être devenir spécialiste justement dans un domaine particulier. Ouais, trouver sa niche et approfondir. Ouais. D'accord. Okay. Après, je crois qu'il y a énormément de différences évidemment. C'est que quand tu es avocat, ça me donnait l'impression de plus, tu dois devenir un expert. Et tu fais beaucoup de personal branding. Tu nourris une relation très forte avec ton client. La preuve, généralement, quand tu as un associé qui part, il prend ses clients avec. Là où, avec Cléa, c'est plutôt le projet que tu mets en avant. C'est pas ta personne. Alors, il y a des CEO très charismatiques, évidemment, mais je pense que ici, pour Cléa, c'est vraiment l'idée de mettre le projet d'entreprise plus en avant, et je pense que si je partirais, je pense pas que tous les clients me suivraient, et c'est très bien comme ça. D'accord. Petite question par curiosité, Cléa, ça veut dire quoi? Cléa, alors ça veut dire Knowledgeable Legal Entity Automation. Donc en fait, Legal Entity Automation, donc c'est la gestion automatisée du secrétariat juridique, et le CAS, ça veut dire donc Knowledgeable pour la connaissance, parce que Cléa, c'est pas que de la tech, c'est aussi des services. C'est vraiment, tu as beaucoup de plateformes sur le marché qui sont là pour automatiser autant que faire se peut la gestion du secrétariat juridique, mais nous, tu as des services intégrés dans la plateforme. Donc quand tu travailles avec Cléa, disons que tu dois gérer des assemblées générales dans 10 pays, tu vas avoir une plateforme avec toutes tes informations et tu vas pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe, parce que tu as connecté à la plateforme un gestionnaire de projet qui est un juriste chez Cléa, qui est vraiment ton gestionnaire de projet. Tu dois voir ça comme ta paralégale qui travaille chez nous, et aussi des avocats dans 80 pays qui sont aussi connectés à la plateforme. Et donc on s'occupe vraiment de tout à Z, de la récolte des informations, de la rédaction avec une révision du coup par des avocats, des dépôts, des formalités, et puis on maintient la plateforme à jour pour le client. D'accord. Et si on revient sur la genèse justement de Cléa, comment tu as eu, toi et ton associé, du coup, cette idée justement, je crois avoir lu que c'était grâce à une cliente. Tu peux nous raconter un peu? Exactement. Donc c'était il y a 5 ans. Donc on avait une réunion avec Sandrine Bénard-Corblet, qui était la General Counsel Europe, Middle East et une partie de l'Afrique pour Lévi-Strauss, donc la société de jeans que tout le monde connaît. Et à la fin d'une réunion qui n'avait rien à voir avec le sujet du secrétariat juridique, elle nous explique qu'elle trouve que c'est très compliqué de gérer ce secrétariat juridique à partir du moment où elle avait 50 filiales dans 35 pays, qu'elle avait une plateforme, mais que la plateforme n'était pas à jour, parce qu'il n'y avait pas de remontée des informations par les équipes locales. Et elle avait essayé de travailler avec un prestataire international, un cabinet d'avocats très, très connu, mais qui n'était pas très efficace et très cher. Elle avait aussi essayé des fiduciaires, mais c'était vraiment pas très spécialisé en droit. Et elle nous a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur le marché qui peut m'aider? Et en fait, elle avait posé le problème. Et de là, on a réfléchi. Okay. Philippe a trouvé les idées et on les a mises en place d'abord pour un projet pilote. D'accord. Ça a fonctionné. Donc c'était encore tout petit, on avait encore nos boulots en parallèle. D'accord. Alors je faisais de l'intérim juridique donc à ce moment-là le projet pilote a fonctionné, ça a grandi. On s'est dit il doit y avoir certainement d'autres groupes avec beaucoup de filiales qui rencontrent les mêmes difficultés, et on a eu raison, parce que vraiment dans la foulée on a eu assez rapidement d'autres clients. Et donc voilà, c'est un constat qui est partagé par beaucoup de grandes équipes dans des grands groupes. Et il y a encore une étude d'EY qui est assez récente qui dit qu'il y a 80% des grands groupes qui galèrent avec la gestion de leur secrétariat juridique, et 72% admettent même que leurs bases de données sont souvent pas à jour. D'accord. Donc c'est vraiment un pain point pour les grands groupes. Ok, donc c'est vraiment tout le monde en temps réel, aussi bien les équipes de Cléa que les équipes juridiques qui sont tes clientes, plus du coup tout ton réseau, mettre à jour en temps réel vraiment toutes les informations, c'est ça, hein? Exactement. D'accord. Donc tu peux voir en temps réel ce qui se passe, tu as des workflows qui connectent tout le monde, donc l'équipe financière, les juristes du client reçoivent une fiche d'action où ils voient exactement ce qui va avoir lieu, les différentes étapes du processus. Ils reçoivent des emails qui les lient à la plateforme avec des workflows, et donc on ne travaille plus par email et par Excel.
Et donc, ça fait gagner beaucoup de temps. D'accord. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu racontes, c'est que vous aviez une idée avec ton associé. C'est grâce à une idée d'une autre personne qui vous a suggéré quelque chose, en tout cas qui a posé un problème, vous a dit tiens, il y a quelque chose à faire sur ce sujet. Mais il y a une version un peu bêta pendant quelques temps, justement, où vous avez testé les choses avec elle avant d'avoir un produit fini. Ah oui, non, c'est vraiment de la co-création. C'était du legal design avant l'heure, oui. Avec les petits post-it, et on a vraiment réfléchi ensemble. Et non, je suis vraiment très très reconnaissant parce que ça prouve encore, hein, c'est bateau, mais il faut vraiment écouter ses clients parce que c'est eux qui viennent avec les meilleures idées. Très bien, c'est des choses à retenir du coup. Ouais. Dans une interview, tu as qualifié le service que Cléa propose comme le Deliveroo du secrétariat juridique. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu qualifies justement de... Oui. Je crois que la comparaison a ses limites, mais j'avais fait référence au modèle de Deliveroo parce que quand tu veux commander un repas et que tu vas sur Deliveroo, pourquoi tu le fais ? Généralement, c'est parce que c'est assez simple. Tu peux commander aussi des repas de plusieurs restaurants, que ce soit des sushis ou une pizza, en quelques clics. Et puis, tu vois exactement où tu en es dans le processus. Tu vois quand ta commande est reçue, tu vois quand le repas est en train d'être préparé. Et puis surtout, tu vois où en est le livreur. On aime bien regarder s'il va avoir du retard ou pas. Et au moins, tu es prévenu. Et avec nous, c'est exactement la même chose. Tu peux voir, sauf que tu remplaces évidemment les restaurants par des avocats. Et puis, ce ne sera pas des sushis et des pizzas, mais ce seront des documents juridiques en Italie et au Japon. Mais il y a cette même transparence, si tu veux, tu peux voir exactement où on en est en temps réel et tu as une seule facture, ce qui facilite aussi de nouveau la vie des grands groupes. D'accord, je vois encore mieux la comparaison. Donc, et puis c'est rassurant aussi pour le client de savoir que tout est géré et de pouvoir suivre en fait. D'accord. Exactement, il y a de la transparence sur les process et sur les coûts vu que c'est des prix fixes. D'accord, ok. Évidemment, tu es plein d'ambition pour ta société, mais qu'est-ce qui, selon toi, fait que ça marche chez Cléa ? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui marche encore ? Comme on dit, c'est it's all about people. C'est vraiment c'est l'équipe. C'est l'équipe qui est la plus importante, surtout quand tu as une petite structure. Tu vois qu'il faut que tout le monde ait le drive, la motivation et un impact. Et donc je pense que chaque membre de notre équipe est vraiment déterminé à faire que ce soit une success story. Et donc oui, c'est vraiment ça qui pour moi est le plus important, et aussi la relation avec les associés. Il faut trouver les bons quand on commence. Ok. Est-ce qu'il y a un petit truc en plus, selon toi, qui fait de toi un bon entrepreneur ? Je crois qu'il faut tout le temps se remettre en question et être à la fois confiant et parce qu'il faut convaincre, c'est clair, surtout au début quand j'avais mon premier produit, limite c'était presque des slides qu'il fallait montrer aux clients, et pourtant j'ai signé un des plus gros contrats au tout début, mais il faut aussi connaître ses limites et bien s'entourer. C'est vrai que le bien s'entourer revient vraiment très souvent, qu'on soit entrepreneur, du cofondateur d'une start-up ou d'une legal tech, ou même entrepreneur salarié, parce que c'est un sujet aussi, et le fait d'être bien entouré d'une équipe en tout cas, ça revient à chaque fois que je pose la question. Donc pour toi c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de toi. Ah oui, c'est capital, clairement. Et j'ai pas c'est vraiment, tu dois prendre autant que tu peux de ressources, dans différentes ressources. C'est-à-dire que tu peux t'entourer de pairs. Il y a aussi évidemment les idées de ton équipe, les idées de tes clients. Donc, oui, au niveau de la figure du mentor, j'y crois moins. J'ai pas de figure de Pygmalion. C'est plus, je prends à droite et à gauche différentes idées. Chacun a son vécu. Chacun te donne des conseils en fonction de son propre vécu. Parfois c'est pertinent, parfois ça ne l'est pas. Et à toi de faire le tri. Mais en tout cas, c'est clair qu'il vaut mieux exposer ses problèmes, ne pas avoir peur d'en parler surtout, pas garder pour soi. Et après, en fonction des réponses qu'on te donne, te dire ok, tu fais du cherry picking, tu te dis qu'est-ce qui pourrait fonctionner, mais il faut brasser assez large. D'accord. Et tu nous as dit que tu as eu un premier projet qui n'avait pas été à la hauteur de tes espérances, on va dire du coup. Ouais. J'imagine que ça t'a appris beaucoup, c'est ce que tu nous disais juste avant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais faites différemment si tu avais su justement des erreurs que tu as commises et qui te servent aujourd'hui ? Ouais, donc on a dit bien choisir ses associés, c'est capital. Après, ne pas rester assis sur son idée et la garder pour soi.
ce que j'ai eu beaucoup trop tendance à faire, parce que du coup, je ne l'ai pas confronté au marché. Du coup, tu t'emballes, tu te dis que ça va être génial, si ça marche dans d'autres pays, ça va fonctionner sur ton marché aussi. Et donc, il faut vraiment très très vite partager ses idées. Personne va te piquer ton idée. Souvent, quelqu'un l'a déjà eu et c'est surtout une question d'implémentation. Alors, il y a des exceptions évidemment, mais dans la grande majorité des cas, il ne faut vraiment pas avoir peur de partager son idée. Il ne faut pas demander un NDA pour la partager. Ça, c'est l'erreur du débutant. Et donc, après, très vite la confronter au marché, c'est trouver un premier client, identifier une personne, un buyer persona, donc une personne à qui tu peux vendre et voir si tu peux dupliquer. Et donc, ça, c'est vraiment les erreurs, ce que je n'avais pas fait dans ma première expérience et que j'ai très vite fait dans la seconde. Et a priori, ça a marché, t'as bien fait. Oui. Ok. Est-ce que tu as j'imagine, en tout cas j'espère que tu as des motivations au quotidien et quelles sont-elles ? Oui, je crois que ce qui fonctionne assez bien pour moi, c'est de définir des objectifs très précis. Alors, comme je l'ai dit, j'en ai pas trop, mais j'essaye de les limiter, mais des objectifs très précis pour lesquels je définis différents échelons. Et après, j'essaie de voir où j'en suis, comment je progresse par rapport à cela. Et vraiment, plusieurs fois par semaine, je regarde où j'en suis, que ce soit pour mon pipe de vente ou pour d'autres éléments. Et ça me motive vraiment beaucoup quand j'ai un petit down, de me dire ok, ça va aller, on n'a pas eu ce deal, on a tout ça derrière qui va suivre. Le fait d'avoir des nouvelles personnes me motive énormément dans l'équipe. Donc on était quand même 3-4 les 2 premières années, et puis on est maintenant on est 25. Donc ça, c'est très très chouette, parce que ça motive. Oui, évidemment. Puis ça apporte plein de nouvelles idées, de bonnes ondes. Et puis qu'est-ce qui me motive au quotidien? Je l'ai pas encore dit, je suis papa de 3 enfants. Donc le soir, c'est eux qui rechargent ma batterie avec ma femme. Oui. Ok. Et toute l'énergie qu'ils doivent avoir. Oui. 6 ans, 7 ans et 9 mois, je suis un papa comblé. Bon, génial. Je vois que tu es quelqu'un de très positif, enthousiaste. J'imagine qu'il faut l'être quand on est entrepreneur, sinon ça ne marche pas. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres qualités qui sont requises vraiment et primordiales quand on est entrepreneur? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui sont nécessaires d'avoir? Oui, tu dois clairement être curieux et vouloir apprendre de nouvelles choses. Tu vois, moi, j'étais bon en droit pénal, mais j'étais pas non plus bon en marketing, en vente. J'ai dû apprendre quels étaient les outils, les techniques, les KPIs que tu mets en place, les techniques de vente. Et donc tout ça, tu l'apprends. Et puis tu dois avoir plusieurs cordes à ton arc. Donc tu dois aussi accepter de ne pas être le meilleur. Ce qui, quand tu viens du droit, n'est pas toujours évident. En tout cas, tu passes d'une position d'expert à quelqu'un de plus polyvalent, surtout au début de ton projet. Tu dois aussi accepter de partir petit. Tu vois, quand tu viens dans un cabinet, surtout dans une grosse structure, je n'aime pas l'expression cage dorée, mais c'est vrai que t'étais dans un environnement assez privilégié, et après partir de rien, oui, il faut pouvoir l'accepter et se dire ok, c'est une étape, donc il faut pouvoir être résilient, clairement, accepter les échecs et surtout à nouveau essayer de gagner du temps. Donc tu dois apprendre de tes erreurs, bien fixer des objectifs, avoir un plan stratégique et t'y tenir. Ok. Est-ce que tu as des mentors? Est-ce que tu en as eu par le passé? Est-ce que tu en as encore qui t'ont aidé? J'en ai eu surtout quand j'ai commencé ma carrière. Donc quand j'ai commencé chez Allen, j'ai eu Joost Everhart, qui était le partenaire avec qui j'ai beaucoup travaillé en droit pénal, qui était un vrai stratège. C'était vraiment Napoléon, hein. Il pointait le tableau et puis il nous montrait son plan d'action, et c'était magistral, vraiment. Et donc il m'a vraiment appris à être préparé en toutes circonstances et à avoir un plan stratégique. Donc ça je le remercierai jamais assez. Et je travaille aussi beaucoup avec Nani Kaluma, qui était senior associate à l'époque et qui est maintenant partenaire chez Willkie Farr, et qui c'était un plaisir de travailler avec elle. Elle travaillait super sérieusement, mais on se marrait tout le temps. Donc elle m'a prouvé qu'on pouvait vraiment faire les choses très sérieusement sans se prendre au sérieux aussi avec les clients
Et donc ça, c'était mes 2 mentors. Et puis après, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, là, je me suis vraiment... j'avais déjà 8 ans d'expérience professionnelle, donc j'ai plutôt, comme je te disais, diversifié mes sources d'inspiration. Je me suis mis au réseau Entreprendre, où j'ai eu un accompagnateur. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et donc aussi des amis, etc. Donc j'ai plus de mentors actuellement. J'essaye tout doucement d'en devenir un, mais... Une belle ambition. Okay. Voilà. Et donc, si je comprends bien, chez Cléa, tu as d'appliquer ça justement, à être très rigoureux, organiser des objectifs, tout en étant dans un environnement extrêmement sympa et oui, c'est l'idée. Clairement, on travaille beaucoup, mais on essaye que ce soit dans une ambiance relax et en même temps ultra pro, parce qu'on travaille pour des très grands groupes qui s'attendent à avoir des services de très haute qualité. Mais malgré tout, on essaie d'approcher les choses de manière plus dans une ambiance start-up. Sympa. Ouais, plus relax. Ok. Est-ce que tu as une citation qui te guide au quotidien et que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Alors les meilleures, je les oublie toujours. Je vais pas te mentir. Une citation, oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais avocat. Je me disais tout le temps, it's not over until it's over. Donc c'est pas fini tant que c'est fini, parce que c'est comme que ce soit dans un procès ou un deal M&A ou dans un match de foot ou quand tu es entrepreneur et que tu veux vendre un gros projet, il peut y avoir plein de retournements de situation. Et donc, faut pas trop miser toujours sur le même cheval aussi. Et par exemple, maintenant, en tant qu'entrepreneur, je diversifie. En termes de clients, j'essaye pas de poursuivre à tout prix un deal, mais d'en avoir suffisamment. Et il faut rien lâcher, quoi, jusqu'au bout, parce que c'est parfois le dernier kilomètre où tu fais vraiment l'effort qui peut faire toute la différence. Oui, c'est vrai, ça me fait penser à moi à un rendez-vous que j'ai eu avec un de mes clients, ce que tu dis, où en fait on avait passé un moment très sympa pour le coup. J'étais avec une consultante que j'étais en train de former à l'époque et je pensais que ça s'est très bien passé. Et quand je lui ai demandé à ce, j'espère, futur client il allait nous mandater pour un recrutement, justement, j'ai senti un petit vide dans son regard et je me suis sentie pas très bien, notamment face à ma consultante. Et du coup, je lui ai dit, en fait, je sens que je vous ai pas convaincu, vous avez encore 2 minutes. Il m'a dit oui, pendant 2 minutes, en fait, j'ai tout donné. Du coup, avec beaucoup d'enthousiasme et en fait on a travaillé ensemble, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est le dernier kilomètre, le dernier petit truc qui a fait en fait, qui a fait la différence et oui, pas leur passer avant. Faut pas espérer que ça va aller. Si tu sens que c'est pas encore bon, t'as bien fait. Je n'hésiterai pas aussi à poser des questions à mes clients, si je sens, parce que parfois t'as l'impression de te dire ok, bon, qu'est-ce que je peux faire, mais c'est un bon type, je le retiens. Oui, c'est vrai que c'est pas facile en fait de se dire ok, moi je vais lui poser la question, est-ce qu'il va travailler avec nous, et s'il est assez honnête pour dire je suis pas très convaincu, c'est vrai que le dernier kilomètre peut faire la différence pour le coup. Et parfois on peut être plus convaincant en 2 minutes qu'en 1 heure. Donc, mais oui. Donc c'est bien de le savoir pour le coup, et c'est ce que tu disais, ça peut faire la différence. Tu as déjà eu plusieurs carrières, donc tu as été avocat, tu as été aussi juriste du coup en entreprise, aujourd'hui tu es fondateur, et si tu n'avais pas été tout ça, est-ce qu'il y a un autre projet, un autre rêve que tu aurais aimé réaliser ? J'aime beaucoup le vin. Donc j'ai fait une formation en œnologie, cours du soir, pendant plusieurs années. D'accord. En même temps que l'avocature, du coup ? Ouais, sur la fin. Et j'ai beaucoup apprécié, parce que ça mêle plein de choses, l'histoire, la géo et du bon vin, évidemment. Et ça permettait de mettre des mots sur, plutôt que de dire c'est bon ou j'aime pas trop. Là, tu viens vraiment avec... il y avait plein de choses à apprendre. Et puis le climat wallon devient le climat de la Bourgogne. Alors qui sait, un jour, qui sait, je serai peut-être à la tête d'un vignoble voilà. On va suivre ça en plus de Cléa. Ok. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à un avocat qui débute, et peut-être d'autres, ou les mêmes d'ailleurs, conseils à un entrepreneur au début de son projet ? Alors pour les jeunes avocats, je leur dis trouve-toi un mentor. C'est capital. En fait, surtout dans une grande structure, si tu sais pas qui c'est ton mentor, c'est que t'en as pas, et pars et trouve-en un vite. Parce que l'idée, la courbe d'apprentissage est énorme quand tu commences, et il faut avoir quelqu'un qui soit là pour te guider. Il y a plein de choses qu'on n'apprend pas quand on est étudiant, et donc avoir un mentor, ça t'aide à gagner du temps. Et au fait, la carrière, c'est que ça, c'est essayer de gagner du temps aussi, c'est d'apprendre le plus vite. Et donc, ça serait mon meilleur conseil. Si tu vois, après quelques années, que à nouveau,
il n'y a pas d'alignement et il vaut mieux pas attendre trop longtemps. Parce qu'à nouveau, c'est un environnement qui est très excitant, très sympa, où tu apprends les premières années et puis après tu peux avoir une période de stagnation et si tu fais pas partie des futurs élus, il vaut mieux partir assez vite pour justement gagner plus d'expérience et se frotter à d'autres environnements. D'accord, donc les mentors évoluent aussi selon ta carrière, ton environnement, le contexte, tes projets. Tu peux avoir plusieurs mentors et les faire évoluer. Bien sûr. Aussi, oui. Okay. Ouais. D'accord. Est-ce que tu auras un dernier mot à dire à nos auditeurs, un message à faire passer ? Non, écoute, je crois que tu m'avais juste dit quel était aussi mon encouragement pour un futur entrepreneur. Du coup, je dirais d'y aller, de pas trop attendre. On attend toujours un peu trop. Je crois que tous les entrepreneurs à qui je parle, ils me disent « j'aurais préféré me lancer un peu plus tôt pour que tu vois cette période un peu de traversée du désert soit derrière moi. » Et c'est vrai, je crois qu'il faut avoir une idée et surtout pas commencer à développer un produit ou une solution qui soit parfaite. La solution parfaite, ça n'existe pas. Et donc, il vaut mieux avoir un premier projet, une première idée, essayer de la valider le plus rapidement possible auprès de sa clientèle cible et voir après à nouveau si tu peux la dupliquer. Mais donc, pas attendre trop longtemps d'avoir la solution parfaite. Surtout se lancer et se perfectionner au fur et à mesure. D'accord. Merci pour ces précieux conseils, Anthony. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'être venu partager donc, avec nos auditeurs ton expérience et surtout en tant qu'entrepreneur du droit. J'espère que tu as passé aussi un bon moment. Oui, c'était super. Merci beaucoup, Audrey. Merci. C'est le premier podcast d'Anthony, donc merci d'avoir accepté. Baptême du feu. Donc, Anthony, merci encore. Merci aussi à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal.